Europe Soir. Il est 19h19, c'est l'heure des grands débats d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Thomas Piketty est face à Axel de Tarlé et Martial Liu d'Europe 1. Oui, c'est un débat ce soir, Olivia, sur un phénomène, le succès, voire le triomphe d'un livre français aux États-Unis, Le Capital au XXIe siècle, le livre de Thomas Piketty, qui se classe en tête des ventes des éditoriaux dans la presse américaine, le salue comme le livre le plus important de l'année, voire de la décennie. Et ce best-seller, c'est un gros pavé, c'est le résultat de 15 ans de travail et de recherche sur les inégalités entre les riches et les pauvres. Alors pourquoi ces chiffres provoquent un tel émoi aux États-Unis? On en débat jusqu'à 20h avec vous, Thomas Piketty, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes effectivement face au service économie d'Europe 1, Axel de Tarlé et Martial Liu. Première question, comment ça va les chevilles? Parce que 1 million d'exemplaires, c'est ce qu'on vous prévoit. Il y a des éditorialistes qui ont comparé votre livre avec celui de Tocqueville, Démocratie en Amérique, voire avec Le Capital de Karl Marx. Il y a des prix Nobel qui saluent votre travail. Comment ça va les chevilles? Bon, moi, je suis très content, évidemment, du succès de ce livre. Bon, quand on écrit un livre comme ça, c'est vrai que ça se veut un livre lisible, donc je suis content qu'il soit lu. J'essaye de raconter l'histoire de l'argent, l'histoire des revenus, des patrimoines depuis la Révolution industrielle dans une vingtaine de pays, d'une façon vivante. Parce que l'histoire de l'argent, c'est plus que l'argent, c'est tous les conflits sociaux, politiques qui vont avec, les représentations dans la littérature de l'argent, des inégalités. Et j'essaye de raconter cette histoire de façon vivante. C'était un livre international, c'était fait pour un public international, ça parle de plus de 20 pays. C'est des données qui ont été rassemblées avec une trentaine de collègues, Tony Atkinson au Royaume-Uni, Emmanuel Saez à Berkeley, Facundo Alvaredo en Argentine, Abhijit Banerjee en Inde. Donc c'est un projet vraiment international, d'abord de collecte de données historiques. Puis après, les gens peuvent en tirer les conclusions qu'ils veulent pour l'avenir. On peut être en désaccord complet avec toutes les conclusions que j'en tire pour l'avenir et néanmoins trouver quelque intérêt à la narration historique qui constitue 90% du livre. Et je pense que c'est pour ça que ça marche bien. C'est les gens s'intéressent aux inégalités depuis toujours et continueront de se disputer sur la répartition des richesses pour toujours. C'est pas le livre va pas mettre fin à ça, mais au moins les gens savent un peu mieux sur quoi ils se disputent, grâce à ce qui est dans le livre. Donc je pense que c'est ça qui intéresse. Parce que c'est ça qu'on n'a pas encore dit. Un énorme travail, vous l'avez dit, une vingtaine de pays, deux siècles au moins, parfois même plus, de chiffres et de données historiques pour arriver à la conclusion que ces derniers temps, depuis le début du XXe siècle, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Oui, enfin, on ne peut pas résumer juste comme ça, parce qu'il y a des forces qui vont aussi dans le bon sens. Moi, il n'y a pas de conclusion unique. Peut-être la conclusion la plus importante, c'est que l'histoire des revenus et des patrimoines, ce n'est pas une histoire uniquement économique, c'est une histoire politique. Donc, pour finir, tout dépend des choix politiques, des institutions dans le domaine de l'éducation, des impôts, mais pas seulement. L'éducation, l'inflation, la politique monétaire peut avoir beaucoup d'effets. Bon, donc tout dépend de ce qu'on en fera. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a des tendances, et en particulier, il y a cette tendance que je mets en évidence sur le fait que dans des sociétés de croissance lente, comme le sont les pays riches aujourd'hui, et notamment en Europe et au Japon, avec une très faible croissance économique, une très faible croissance de la population, où le poids des patrimoines accumulés dans le passé retrouve une importance qu'on croyait avoir oublié. Alors, on n'est pas tout à fait de retour à Balzac, mais c'est vrai qu'on a une importance du patrimoine qui, pour les générations actuelles, reprend des couleurs qui n'étaient pas là pour les générations de l'après-guerre, qui ont beaucoup plus accumulé par elles-mêmes. Tout simplement aussi parce qu'il n'y avait pas grand-chose à hériter dans les années 50, 60, donc pour des raisons tragiques. Mais tout n'est pas noir dans cette évolution. Il y a plein de bonnes nouvelles dans le livre. Je dis tout de suite, parce qu'il y a des gens qui ont des lectures apocalyptiques de tout ça, avec lesquelles je ne suis pas en accord. Tout n'est pas noir. On va en parler avec Axel de Tarlé et Martial Liu. Mais encore un mot sur le succès, parce qu'il faut rappeler, donc ce livre, il était sorti au Seuil, Le Capital au XXIe siècle, il y a 6 mois, à peu près, un petit peu moins. En septembre. Il avait eu un succès important pour un livre français, c'est-à-dire 50 000 exemplaires environ, ce qui est beaucoup. Mais ce n'était pas l'événement que ça a été aux États-Unis. Le vrai succès, il vient d'arriver avec ce classement en tête des ventes d'Amazon. Ça, j'imagine, c'était quand même une surprise. Donc, qu'est-ce qui a déclenché ce succès là-bas?
Je pense que ça résonne avec un souci des États-Unis actuellement sur l'inégalité, c'est-à-dire avec une remontée très forte des inégalités aux États-Unis ces 30 dernières années, beaucoup plus forte qu'en Europe. Donc c'est vrai que le mouvement Occupy Wall Street, c'est pas un hasard si ça se passe à New York et pas à Bruxelles. En Europe, on a d'autres soucis, la réforme de notre État-providence, comment gérer notre dette publique, comment organiser l'Union européenne, la zone euro, sur lequel le livre a aussi des choses à dire. Mais c'est vrai que le souci inégalitaire, il est très fort aux États-Unis, donc le livre résonne par rapport à ça. Et je pense que ce qui intéresse aussi aux États-Unis, c'est que j'essaye de remettre les États-Unis en perspective par rapport à leur propre histoire vis-à-vis de l'inégalité. Et les États-Unis ont une tradition égalitaire forte et ont eu, pendant longtemps, une structure sociale moins fortement inégalitaire qu'en Europe et d'une certaine façon, se sont construits contre les sociétés patrimoniales européennes et pendant longtemps, d'ailleurs, ont inventé l'impôt progressif sur les revenus, sur les patrimoines hérités, à des niveaux beaucoup plus élevés que ceux pratiqués en Europe. Et puis après, sous Reagan, sont repartis avec le même enthousiasme qui caractérise ce grand pays dans la direction opposée. Mais bon, c'est une histoire complexe et les retournements futurs, bien malin celui qui pourra les prévoir. Axel de Tarlé et Martial Liu, vous l'aviez prévu, vous, qu'un livre français d'un économiste de gauche qui prône notamment, on va y venir tout à l'heure, des augmentations d'impôts pour les plus riches, qu'un livre de gauche, qu'un livre français puisse avoir ce succès? Mais non, mais justement, est-ce que c'est pas un livre pour les Américains? Parce que c'est là-bas que les inégalités ont terriblement progressé. Il y avait encore des chiffres de l'OCDE qui montraient qu'en 30 ans, les inégalités en France, nous sommes l'un des rares pays où les inégalités n'ont pas progressé. Alors, pas de chance, vous êtes français, mais justement, ce livre, il ne nous concerne pas tellement, en fait. Si, parce que ce livre, il a aussi des messages positifs adressés à l'Europe. Et ce livre, c'est pas simplement sur l'histoire des inégalités, c'est aussi sur l'histoire du capital, des patrimoines, de la dette. Et un message important du livre, qui est pour le coup un message d'espoir pour la France et l'Europe, c'est que bon, on est toujours à se couvrir la tête de cendre en parlant de nos dettes publiques et en disant là, c'est terrible, on va laisser à nos enfants des dettes publiques comme on n'en a jamais laissé. C'est vrai, c'est très triste, mais sauf qu'on s'apprête en même temps à laisser aussi des patrimoines, en tout cas pour ceux qui ont un patrimoine à laisser, plus important que ce qu'on n'a jamais laissé depuis un siècle. Et les patrimoines privés en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, ont beaucoup plus fortement progressé en pourcentage du PIB que n'a augmenté la dette publique au cours des 20-30 dernières années. Il y a un problème d'inégalité aussi en France? Là, c'est plus vrai. C'est pas seulement un problème d'inégalité, c'est un problème de déséquilibre entre une Europe et des pays européens qui globalement sont très riches et des gouvernements qui sont pauvres. Donc c'est aussi un problème de répartition, si vous voulez, mais c'est plus un problème de répartition entre les acteurs privés pris dans leur ensemble et les États qui sont pris dans une logique de concurrence fiscale les uns avec les autres, à tel point que l'impôt sur les sociétés, par exemple en Europe, est contourné massivement par les multinationales européennes comme américaines d'ailleurs, parce que quand vous avez une Union européenne avec 28 lois différentes sur l'impôt sur les sociétés et qu'on peut transférer les profits d'un pays à un autre aussi facilement qu'on se déplace d'un arrondissement à l'autre, enfin imaginez si vous aviez 20 barèmes d'impôt sur le revenu dans les 20 arrondissements de Paris, forcément ça marche. Insolvable du coup. Si on a un impôt juste en France, mais que toute la matière taxable s'en va de l'autre côté de la Manche parce que là-bas on n'est pas taxé, du coup on peut être intelligent tout seul, mais on n'a aucun impôt qui rentre. Eh ben, vous avez parfaitement raison, c'est qu'on ne peut pas avoir une monnaie unique et une libre circulation des biens, des services, des capitaux sans avoir un minimum d'harmonisation fiscale. C'est ça la leçon de tout ça. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans une situation très paradoxale où on a une crise de la dette publique en Europe, une crise de défiance vis-à-vis de la zone euro, alors que dans le fond, on n'a pas plus de dette publique qu'aux États-Unis. On n'a pas plus de dette publique qu'au Royaume-Uni, qu'au Japon, mais parce qu'on continue de faire la concurrence avec 18 systèmes fiscaux différents, 18 dettes publiques différentes, la Banque centrale européenne, on ne peut pas tout attendre d'une banque centrale. Hein, si la Federal Reserve américaine avait en face d'elle la dette du Wyoming, la dette du Texas, la dette de la Californie, elle devait choisir chaque matin entre chacune, ils se mettraient sur la figure aussi sûrement que nous. Donc, on est dans un entre-deux au niveau européen qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire renoncer à notre souveraineté monétaire sans se donner en échange de nouveaux espaces de souveraineté économique, avec une dette commune, avec un impôt sur les sociétés en commun, permettant d'apporter de la justice fiscale dans la mondialisation, parce que ça doit être ça. Normalement, cette compétition fiscale, elle n'est pas tenable, en fait. Elle n'est pas tenable. Quand Cameron dit « je vais être le plus compétitif fiscalement au G20 », c'est de l'égoïsme. Oui, c'est-à-dire que dans la mondialisation, les pays européens sont tous des petits pays. Dans le fond, même l'Allemagne devient toute petite à l'échelle de l'économie monde. Et donc, chaque pays a tendance à essayer de s'en sortir tout seul et de se trouver sa niche tout seul. Et on comprend que chaque pays essaye de faire ça. Sauf que, pour finir,
voyez, c'est comme cette course-poursuite à augmenter la TVA en Europe. Bon, c'est très bien, mais une fois qu'on a tous mis la TVA à 25% et qu'on taxe tous les importations allemandes, les importations hollandaises, mais que les Hollandais font le même avec nos importations, on n'est pas très avancé. Donc, je comprends que chaque pays se retrouve dans cet engrenage à baisser son impôt sur les sociétés, à augmenter sa TVA. Je vois bien comment chaque gouvernement, isolément, essaye de faire ce qu'il peut pour sauver sa peau, disons. Mais collectivement, c'est un jeu à somme nulle qui ne mène nulle part. Et on se retrouve dans cette situation invraisemblable où, pour finir, l'impôt sur les bénéfices des sociétés est plus faible en Europe qu'aux États-Unis, où eux, ils ont un impôt sur les sociétés à 35%, et nous, en Europe, on descend tranquillement à 25, 20, 15, 10%, et dans le même temps, on augmente la TVA, les cotisations sociales, alors qu'il n'y a aucune raison fondamentale pour laquelle, en Europe, on voudrait moins taxer les profits des multinationales qu'aux États-Unis. Pourquoi on a dû attendre les États-Unis pour mettre fin au secret bancaire en Suisse ? Les pays européens sont quand même beaucoup plus menacés par les paradis fiscaux en plein cœur de l'Europe que les États-Unis. Donc là, il y a une incapacité des pays européens à réagir, à se mettre ensemble, qui est inquiétante. Mais il y a des atouts de l'Europe et bon, ce livre est plutôt un plaidoyer pour une réaction démocratique citoyenne en Europe. Et on continue à vous interroger, Thomas Piketty, avec Axel de Tarlé et Martial Liu. Martial, on a beaucoup dit depuis le début de cet entretien, oui, ce n'est pas qu'un livre sur les inégalités entre les pauvres et les riches, certes, mais enfin, c'est quand même l'essentiel. C'est quand même le cœur du livre, effectivement. Et je me dis que peut-être si ça marche bien aux États-Unis, c'est parce qu'aussi ce que vous décrivez, c'est peut-être un peu la fin du mythe du self-made man. C'est-à-dire que les Américains deviennent eux aussi une société patrimoniale avec des riches prédestinés à être de plus en plus riches et puis des pauvres qui s'appauvrissent de plus en plus. Et je me dis finalement, est-ce que c'est si grave ? Parce que si ça nous replonge, on vous a beaucoup comparé à Karl Marx. Voilà, c'est le livre après Karl Marx, c'est le Capital, c'est celui qui nous donne le sentiment qu'on retrouve des inégalités façon 19e siècle, début du 20e. Finalement, c'est peut-être pas si mal, parce qu'à l'époque, les croissances industrielles et économiques étaient florissantes. Oh, florissante, pas tant que ça. La croissance était de 1,5% par an. Je pense qu'une des leçons du XXe siècle, c'est qu'on n'a pas besoin des inégalités du XIXe siècle pour avoir de la croissance et du développement économique. Il faut sans doute un certain degré d'inégalité pour mettre les bonnes incitations à l'innovation, etc. Mais on n'a pas besoin d'inégalités extrêmes. Au-delà d'un certain seuil, il n'y a pas de formule mathématique pour ça. Il faut essayer de se baser sur l'histoire. C'est compliqué, c'est incertain, mais c'est le mieux qu'on a. Mais au-delà d'un certain seuil, l'inégalité devient nuisible. Et en particulier, le type de concentration des patrimoines qu'on avait à la veille de la Première Guerre mondiale dans les sociétés européennes, ce que vous avez dans Downton Abbey, si vous voulez, sauf que ce qui est complètement faux dans Downton Abbey, c'est que ce n'était pas dû à des fortunes foncières agraires. C'était dû, en fait, à cette époque-là, déjà en 1910, la terre, au Royaume-Uni comme en France, c'est moins de 5% de la fortune nationale. L'essentiel, c'est déjà des placements financiers, de l'immobilier, des fortunes professionnelles, des placements financiers internationaux. On a une société en 1910 qui est très moderne de ce point de vue-là, qui est très utile pour comprendre l'avenir, parce qu'on a un niveau de capitalisation boursière par rapport au PIB à Paris ou à Londres en 1910, qui est plus élevé qu'à New York aujourd'hui. Donc ceux qui pensent qu'on n'a rien à apprendre de cette histoire, je pense qu'on avait une société à la fois où il y avait de l'innovation, où on inventait l'automobile, l'électricité, la radio, et il y avait des côtés fascinants, comme dans la société actuelle, mais en même temps avec un niveau de concentration des patrimoines. Si vous voulez, juste pour donner un ordre de grandeur, à la veille de 1914, on avait plus de 90% du patrimoine national en France, au Royaume-Uni, qui appartenait aux 10% les revenus les plus élevés. Bon, à Paris, par exemple, les immeubles, essentiellement, ça se possédait l'immeuble dans son ensemble. C'est-à-dire le cadastre ne permettait même pas, pour la plupart des immeubles, de posséder individuellement les appartements. Donc ça donne une idée de niveau de concentration de la propriété. Et ça ne s'arrangeait pas. Oui. Un des enseignants du livre, si vous voulez remonter en avant dans cette histoire, regarder les évolutions du XXe siècle en perspective par rapport au XIXe siècle, c'est qu'il n'y avait pas de tendance naturelle jusqu'à la Première Guerre mondiale à la déconcentration des patrimoines. Justement, ce que vous montrez là, c'est que les classes moyennes, finalement, qui ont grossi et qui se sont enrichies après la Seconde Guerre mondiale, sont en train petit à petit de s'appauvrir, je caricature évidemment, et je me demande, est-ce que ce que vous nous décrivez là, c'est pas un cycle où, on le voit avec les pays émergents, il y a eu une classe moyenne qui est arrivée, qui s'est enrichie là ces dernières années et qui va peut-être disparaître, et je poursuis le raisonnement, la fin du cycle, est-ce que c'est pas nous, les vieilles économies, qui allons devenir des Chinois, c'est-à-dire une main-d'œuvre bon marché, c'est-à-dire que le cercle se termine par un appauvrissement des anciens pays riches?
Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Je pense que, justement, avec des politiques adaptées, des institutions adaptées, un très haut niveau de productivité, d'investissement dans la formation, dans l'éducation, on peut faire beaucoup mieux que ça. Attends, l'éducation, c'est important, mais on a aussi besoin d'avoir un système fiscal qui soit adapté à notre époque. Donc, concrètement, on observe en Europe une dynamique des patrimoines qui a des côtés positifs, parce que, à nouveau, c'est mieux d'avoir beaucoup de capital, de patrimoine, que d'avoir simplement d'énormes dettes publiques. Et parfois, en Europe, on est trop pessimiste, disons, sur les atouts économiques du continent. On s'imagine que toute l'Europe est possédée par l'émir du Qatar, ou par la Banque de Chine, ou par les fonds de pension californiens. Ce que je montre dans mon livre, c'est qu'à ce stade, l'Europe détient plus d'actifs financiers dans le reste du monde que le reste du monde n'en détient en Europe. Donc notre dette publique au niveau européen, elle est interne. C'est-à-dire que ce qui est détenu à l'extérieur est inférieur à ce que les Européens détiennent dans le reste du monde. Donc à ce stade, on a des atouts très forts. Simplement, il faut qu'on s'organise mieux, parce que là, on est quand même la seule partie du monde à ne pas avoir retrouvé notre niveau d'activité de 2007. Le reste du monde continue de croître, investit dans l'avenir, dans la formation, dans les universités. En Europe, là, on dépense beaucoup plus en intérêt de la dette publique. On investit dans nos universités. Rigueur, il faut du gaz de schiste, il faut des choses comme ça qu'on n'ose pas, des tabous qu'on n'ose pas nous franchir. Oui, mais il va y avoir d'autres tabous aussi. C'est-à-dire que quand on a une dette publique de 90% du PIB, ce que nous enseigne l'histoire, et là aussi, l'histoire est importante, parce qu'on a déjà vu ça dans le passé. On a déjà vu même parfois des niveaux de dette publique 2 fois plus élevés que ça. Simplement, si on veut s'en sortir uniquement avec de l'austérité budgétaire, avec des excédents budgétaires, c'est-à-dire en prélevant plus d'impôts qu'on ne finance de dépenses publiques, ça peut marcher, mais ça prend très très longtemps. Et l'exemple, moi, qui m'inquiète le plus, et peut-être le plus intéressant que j'essaie d'analyser dans le livre, c'est le Royaume-Uni au 19e siècle, qui sort des guerres napoléoniennes avec 200% du PIB en dette publique, et qui choisit de régler ça par des excédents budgétaires. Bon, ça a marché, mais ça a pris un siècle. C'est-à-dire que ça leur a pris jusqu'en 1910 pour réduire leur dette publique à 10-20% du PIB. Et pendant un siècle, ils ont dépensé en intérêt de la dette publique 2-3 points de PIB chaque année, plus que ce qu'ils investissaient dans tout leur système éducatif. Et je ne suis pas sûr que ça a aidé pour les préparer pour le XXe siècle. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, l'Europe se retrouve durablement Donc, ce qui permet d'aller plus vite, et ce qui, au XXe siècle, a permis de se débarrasser des dettes publiques énormes issues des guerres mondiales, ça a été évidemment l'inflation. Et l'Allemagne et la France, au premier chef, sont vraiment les 2 pays qui ont le plus eu recours à l'inflation. Le problème, c'est que l'inflation, ça détruit pas seulement la dette publique, ça détruit aussi des épargnes populaires. Et je crois qu'en France, on parle souvent du traumatisme allemand avec l'inflation, mais je pense que la France, dans le fond, est également très traumatisée par l'inflation. On a, dans les années d'après-guerre, en 46, 47, 48, 49, 5 années consécutives avec plus de 50% d'inflation par an. Donc c'est merveilleux, il n'y a plus de dette publique en 1950. On est à 200% du PIB en 1945, il n'y a plus rien en 1950, et on peut entamer la reconstruction du pays sans dette publique, ce qui est très bien. Sauf qu'au passage, on a aussi détruit une énorme épargne bancaire, et on se retrouve avec une pauvreté du 3e âge dans les années 50, où on doit créer le minimum vieillesse en catastrophe en 1956. Donc, la raison pour laquelle je préfère l'impôt progressif sur le patrimoine privé, à laquelle même le FMI ou la Bundesbank se met à soutenir cette solution, c'est que, si vous voulez, c'est la forme civilisée de l'inflation. C'est-à-dire que c'est la même chose que l'inflation, dans le fond. C'est-à-dire que ça permet de réduire la dette publique au détriment des patrimoines privés, ce qui est le bon sens. Quand vous avez des patrimoines privés aussi élevés, une dette publique aussi énorme, il y a un ajustement à faire. Mais vous le faites d'une façon civilisée, dans le sens où vous épargnez les plus petits patrimoines et vous demandez plus aux plus élevés, alors que l'inflation fait le contraire. C'est-à-dire que les plus petits patrimoines sont mis à contribution, et ceux qui ont un patrimoine en bourse ou immobilier ne craignent pas l'inflation, parce que le prix des actions de l'immobilier va suivre. Donc, c'est ça l'alternative qu'on a aujourd'hui. Austérité, inflation, impôt sur le patrimoine privé. Impôt sur le patrimoine privé, c'est ce qu'on appelle l'ISF chez nous, l'impôt sur la fortune. Il y a la taxe foncière aussi, qui est un impôt sur le patrimoine immobilier beaucoup plus lourd que l'ISF, et qui pèse très lourdement sur les gens, y compris lorsqu'on est très endetté. Mais pour les Américains, parce que vous donnez tous les chiffres sur l'enrichissement des 1% les plus riches, des 0,1% les plus riches, du tiers de la croissance, en gros, qui depuis quelques années est capté par les 1% les plus riches. Plutôt les 2 tiers. Les 2 tiers de la croissance. Alors, qu'est-ce que vous prenez pour lutter contre cet enrichissement abusif ?
aux États-Unis, ils auraient dû élire François Hollande comme président de la République, parce que pour le coup, Avec sa taxe à 75%. c'est parfait. Alors, en France, c'est complètement inadapté et totalement inutile, et c'est de la gesticulation pour rien. Mais par contre, aux États-Unis, Pourquoi c'est pas c'est adapté absolument en France parfait. Parce qu'il n'y a pas grand Ça monde rapporte au-delà rien. d'1 million d'euros en France. C'est-à-dire que la très forte progression des hauts revenus, c'est surtout aux États-Unis que vous l'avez. En Europe, c'est beaucoup plus limité, donc ça c'est pas très utile. Et puis par ailleurs, en Europe, on a la possibilité de passer à Bruxelles, à Londres, beaucoup plus facilement qu'aux États-Unis. Donc, par contre, les États-Unis, eux, pour le coup, ils ont en fait appliqué pendant très longtemps dans leur histoire, de 1930 à 1980, en moyenne, le taux supérieur appliqué sur des rémunérations astronomiques, au-delà d'1 million de dollars, pas sur n'importe quel cas de moyen, mais était de 82% en moyenne de 1930 à 1980. Et de toute évidence, ça n'a pas tué le capitalisme américain. Ça n'a pas tué le capitalisme américain parce que ça s'appliquait justement sur des rémunérations vraiment très élevées. Si vous faites ça sur n'importe quel cadre qui sort un peu de la moyenne, c'est vrai que vous tuez l'économie, vous tuez les incitations. Mais si vous voulez, à 1 million, payer un patron 10 millions plutôt que 1 million, là, Denis Kessler, là, récemment, voulait nous faire croire que c'est ce dont il avait besoin pour être très efficace à la tête de la SCOR. Et il y a régulièrement des patrons français qui nous chantent cette histoire. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que quand vous regardez les données sur les performances des entreprises, c'est pas vrai que les entreprises sont plus performantes lorsque vous payez leur patron 10 millions plutôt que 1 million. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain niveau de rémunération, c'est simplement de la captation de rente et des personnes qui se servent dans la caisse au-delà de toute mesure. Et vous savez, ce qui aujourd'hui fait débat aux États-Unis, c'est que vous voyez cette montée des inégalités partout, sauf dans les statistiques de la croissance. C'est-à-dire que la croissance américaine des 30 dernières années, elle n'a pas été particulièrement formidable. Vous avez 1,5% de croissance du PIB par habitant. Donc si vous avez les 2 tiers qui vont au 1%, les plus riches, vous voyez, pour la classe moyenne et pour la reste de la population, c'est juste pas un bon deal. Avec une croissance de 4-5% par an, la montée des inégalités, ce serait pas grave. Enfin, ce serait beaucoup plus facilement acceptable, en tout cas, avec une bonne performance. Mais quand vous avez une performance médiocre, là, ça va pas. Et sur Europe 1, c'est Daniel Cohn-Bendit, le premier dans sa chronique matinale, qui a remarqué, qui s'est dit tiens, mais il se passe quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce livre français qui remporte un tel succès aux États-Unis? Daniel Cohn-Bendit, du coup, Thomas Piketty qui a voulu vous poser une question. Écoutez. Salut Thomas. Danny Cohn-Bendit à l'appareil. Après avoir lu Le Capital au XXIe siècle et repensé à tes propositions de refondation de l'impôt, il y a une question qui m'arrive à l'esprit toute simple. C'est que c'est un tel changement en profondeur radicale que tu proposes que les politiques ont peur. Et donc que maintenant, il faudrait trouver des étapes. Comment par étapes arriver à cette transformation économique que tu proposes, que je trouvais nécessaire pour plus d'égalité dans nos sociétés. Sinon, si on n'arrive pas à définir des étapes, eh ben ce changement, il ne sera pas pour demain. Il n'arrivera pas parce que les politiques ont trop peur et les sociétés ont trop peur de ces bouleversements. Thomas Piketty, par quoi commence-t-on, vous demande Daniel Cohn-Bendit. Oui, non, il faut des étapes. Le problème, c'est que quand les responsables politiques commencent à dire il faut des étapes, souvent c'est une façon de repousser ça au calendrier grec. Donc dans le cas là, de l'actuel gouvernement en France, j'ai l'impression qu'ils ont un peu repoussé tout ça au quinquennat suivant ou encore au quinquennat d'après. Donc à un moment, il faut bien commencer. Donc, ça dépend de quel chantier on parle. Si on parle de chantiers étroitement franco-français, comme par exemple l'extension du prélèvement à la source à l'impôt sur le revenu, ça, je crois que vraiment, c'est une question de volonté politique, de courage politique. Tous les pays qui nous entourent l'ont fait en 1 an. Il n'y a aucun pays. S'il y avait des pays qui l'avaient étalé sur 5 ans, sur 10 ans, pourquoi pas, on pourrait suivre cet exemple. Mais il n'y a pas d'exemple de ça. Le prélèvement à la source, d'ailleurs, qui existe déjà en France sur les cotisations sociales, sur la CSG, on n'aurait jamais pu créer la sécurité sociale en 1945 sans le prélèvement à la source. Si les gens faisaient leur chèque de cotisation avec 1 an de retard, ça serait un peu compliqué quand même. On a l'impression que Donc, ça fait 10 ans, oui, mais là, 15 ans là on a et que jamais ça se fait. On a des responsables politiques qui préfèrent être élus sans prendre trop de risques et qui, je crois parfois aussi en partie, sont sincères dans leur peur et s'imaginent vraiment que c'est très compliqué. Peut-être parce qu'on a aussi un enseignement des questions d'impôts qui est très franco-français. Et je ne sais pas, peut-être que François Hollande, dans son oral de finances publiques à l'ENA, a surtout parlé du système fiscal français. Vous l'avez conseillé, et on va pas. Non, je ne l'ai pas spécialement conseillé, mais moi, ce que j'ai senti avec lui et avec son ex-ministre du budget, Cahuzac, c'est que sur cette histoire de prélèvement à la source, ils se noyaient un peu tout seuls dans un verre d'eau. Dans le fond, ils n'avaient pas vraiment envie de prendre trop de risques. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression qu'ils pouvaient remporter la présidentielle sans trop se mouiller.
Sauf qu'après, une fois qu'on a été élu sans programme clair, on se retrouve un peu à devoir bricoler et improviser en permanence. Et c'est un peu ce qu'on a depuis 2 ans, ce qui est quand même ce qui est embêtant. Mais pour répondre plus directement à Daniel Cohn-Bendit, moi je pense que beaucoup des vrais enjeux de demain sont d'abord au niveau européen. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne peut avancer qu'au niveau européen. Et là, c'est vraiment nos institutions démocratiques européennes qui sont défaillantes. C'est-à-dire que tant qu'on a la règle de l'unanimité avec le Premier ministre du Luxembourg, qui apparemment est candidat pour être président de la Commission européenne, qui peut mettre son veto sur toute tentative d'harmonisation de l'impôt sur les sociétés, sur toute tentative de levée du secret bancaire, c'est très difficile d'avancer. Donc là, je crois qu'on a besoin d'une vraie réflexion sur nos institutions politiques au sein de la zone euro. Je pense qu'on a besoin davantage d'intégration politique. Moi, je plaide pour la création d'un parlement de la zone euro qui permette, sur un certain nombre de décisions, par exemple l'impôt sur les sociétés, le secret bancaire, de vraiment voter des règles communes. C'est pas normal qu'on doive attendre les États-Unis pour mettre des sanctions crédibles sur les banques suisses. On a beaucoup plus à perdre avec le modèle social européen qu'on a à financer que les États-Unis de cette concurrence déloyale. Mais là, il faut accepter aussi de faire des propositions d'union politique et d'intégration politique au sein de la zone euro. Mais qui peut faire ça ? Parce qu'on voit bien que le Parlement qui va être élu sans doute les propositions viendront de l'Allemagne de nouvelles réformes des traités qui ne seront pas forcément toutes mauvaises, mais je pense que la France devrait un petit peu elle-même faire des propositions, parce qu'on fait semblant dans cette histoire que tout est de la faute des égoïsmes allemands, etc. Sauf que, en vérité, la France n'a pas fait de vraies propositions de renforcement de l'union politique avec plus de solidarité et plus d'intégration fiscale, par exemple plus de justice fiscale sur l'impôt sur les sociétés, avec en contrepartie une délégation de souveraineté sur le vote de l'impôt sur les sociétés. Parce que, vous voyez, cette souveraineté nationale sur l'impôt sur les sociétés, c'est un leurre. C'est simplement une souveraineté consistant à tous se faire avoir, chacun dans notre coin. C'est-à-dire, pour finir, les multinationales contournent cette souveraineté nationale et on a juste le droit de tous se faire avoir ensemble. Donc là, je pense que c'est possible de convaincre l'opinion que sur un certain nombre de sujets, pas sur tous les sujets, il ne s'agit pas de mettre en commun tous les impôts, mais vous voyez, on se retrouve dans une situation où l'Europe est parfois stupidement intrusive sur des choses secondaires, genre la TVA sur les coiffeurs ou sur les clubs hippiques, où là vraiment on n'a pas du tout besoin d'Europe et chacun pourrait très bien se débrouiller tout seul. Et par contre, sur les sujets importants, les paradis fiscaux, l'impôt sur les sociétés, là par contre, l'Europe est aux abonnés absents. Donc là, on a besoin de retourner les priorités complètement si on veut avancer. Voilà, il est lourd ce livre, il fait plus de 1000 pages, près de 1000 pages, Le Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty, traduit en 25 langues maintenant et en tête des ventes aux États-Unis. En français, c'est sorti aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Thomas Piketty d'être venu nous voir.